Bonjour chers amis, je suis aujourd'hui chez Monsieur Ivo Renz, professeur honoraire de l'Université de Genève et probablement le doyen de mes étudiants en russe puisqu'il est âgé de 85 ans. Ivo, est-ce que vous pourriez retracer votre carrière professionnelle? Oui, volontiers. Euh, Très brièvement, bien, tout d'abord, j'ai été dans une douzaine d'écoles dans 6 pays différents et sur 3 continents au cours de mon enfance. Donc, ça m'a déjà donné un départ un peu différent de la plupart. J'ai fait des études de droit, principalement à l'Université de Genève, accessoirement aux universités de Madrid, d'Alger, de Bruxelles et de Paris. J'ai j'ai fait ces études de 1953 à 1957. J'étais fonctionnaire international à Genève de 1957 à 1963 dans la plus vieille organisation politique internationale qui s'appelle l'Union interparlementaire. J'ai ensuite été conseiller d'un vice-premier ministre en Belgique, à Bruxelles, de 1963 à 1965. Ce vice-premier ministre, c'était Paul-Henri Spaak, il était vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. J'ai été enseignant à la faculté de droit de l'Université de Genève à partir de 1960 en tant que privat docent. Et puis, avec le temps, mon titre a changé, j'étais chargé de cours, professeur extraordinaire, professeur ordinaire. Donc, j'ai été enseignant à la faculté de droit de l'Université de Genève pendant 40 ans. Tout d'abord en tant que privat docent, titre qui n'existe pas en France, mais qui existe en Allemagne et en Suisse. Ensuite, en tant que chargé de cours, professeur extraordinaire, professeur ordinaire, la plus grande partie de ces 40 ans. J'ai aussi enseigné donc dans quelques autres universités, principalement suisses, accessoirement aussi à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et pendant une année à l'université de Canterbury, à Christchurch, dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que, vu que vous avez déjà dès l'enfance, vous avez été sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, est-ce que vous pourriez nous parler de votre cadre familial, mais aussi intellectuel, qui a construit toute cette carrière Oui, bien sûr, créative? je peux essayer de le faire en quelques mots. Je suis né à Anvers, en Belgique. Mon père était belge et flamand. Euh, il a été successivement docker et métallo, syndicaliste socialiste, présentateur à la radio belge en langue néerlandaise, parce qu'il est d'une famille belgo-néerlandaise et de langue flamande, donc néerlandaise. Mon père a été ensuite directeur du cabinet de 2 premiers ministres en Belgique, puis haut fonctionnaire du gouvernement belge en exil à Londres de 1941 à 1945, puis haut fonctionnaire international, directeur général adjoint du Bureau international du travail. Et ensuite, il a eu encore des hautes fonctions en Belgique que je ne citerai pas ici. Ma mère était institutrice en Algérie, elle est née en Algérie, euh, et c'est ce qui explique que j'ai passé les 7 premières années de ma vie un peu principalement à Bruxelles, mais en réalité à cheval sur la Belgique et l'Algérie. En réalité, la ville d'Oran, où mes grands-parents habitaient. De 7 à 10 ans, donc de 1940 à 1943, j'ai vécu, ma mère était directrice d'une école dans le sud algérien, à Frenda, et sur les hauts plateaux, en altitude. Et donc j'ai vécu là 3 ans à Frenda, que j'aimais beaucoup. De 10 à 12 ans, donc de 43 à 45, j'ai vécu en Angleterre, principalement à Londres. J'ai connu les V1 et les V2, bien sûr. De l'âge de 12 à l'âge de 15 ans,
j'ai vécu à Montréal parce que le Bureau international du travail avait émigré de Genève à Montréal pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, à partir de 15 ans, le BIT était revenu à Genève et à partir de l'âge de 15 ans, j'ai vécu principalement à Genève. De ma mère, l'héritage que j'ai de ma mère, c'est la langue française et même le culte de la langue française. J'ai aussi hérité d'elle la préoccupation de la paix comme préoccupation politique prioritaire. Ma mère était militante dans une association qui s'appelait La Paix par le droit. L'héritage paternel, c'est le souci de la justice sociale, c'est la social-démocratie et, je dois dire, l'hostilité au communisme soviétique. Mon père considérait un peu les communistes comme des frères ennemis, n'est-ce pas? Même référence au socialisme, mais interprétation différente. Moi-même, j'ai appartenu au Parti socialiste suisse pendant plus de 50 ans. Je n'y suis plus en raison de l'attirance de ce parti pour l'Union européenne, sur laquelle j'ai des réticences, à tout le moins. Mon orientation, mon évolution intellectuelle, je dois dire que j'ai adhéré à l'écologie, à la préoccupation écologique, dès les années 1970, et à la même époque, j'ai été, dès cette époque, un militant antinucléaire très actif. J'ai lancé, par exemple, l'association pour l'appel de Genève contre le superphénix, c'est-à-dire le surrégénérateur au plutonium Cremalville, que la France dont elle avait entrepris la construction dès le début des années 1970, et contre lequel j'ai combattu pendant 20 ans. On comprend un petit peu pourquoi vous n'avez pas fait du russe avant, d'après ce que vous dites, concernant votre papa notamment. Et comment en êtes-vous venu finalement à vouloir apprendre la langue russe? Oui, alors, oui, je vais vous retracer cette évolution. La chute de l'URSS en 1991, je l'ai perçue comme l'espoir d'un monde apaisé et d'une paix perpétuelle, un peu naïvement bien sûr. Et puis, je me suis trouvé très perplexe devant l'intervention de l'OTAN, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, contre la Yougoslavie, dès 1995, mais surtout en 1999-1999. Cette perplexité s'est accrue face au 11 septembre 2001 et à ses suites, c'est-à-dire au déclenchement de la guerre des États-Unis et de l'OTAN contre l'Afghanistan. Et puis, lors de la deuxième agression américaine contre l'Irak en 2003, je dirais que ma position est devenue une position nettement hostile à cette intervention et hostile au bellicisme des États-Unis et de l'OTAN. Cette hostilité s'est accrue au cours des années suivantes en raison de différentes interventions militaires, n'est-ce pas, de l'OTAN au Proche et au Moyen-Orient. Et donc, voilà, j'ai lancé en 2013 un blog intitulé Blog de l'Association pour l'appel de Genève 2, qui était pour l'arrêt immédiat de l'électronucléaire. Et en 2014, j'ai lancé
un autre blog, j'ai ouvert un autre blog personnel, celui-là, à titre personnel, intitulé La paix mondiale menacée. En 2015, je suis tombé sur le livre de Guy Métan, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. Et je dois dire que ce livre m'a fasciné et que véritablement il est très, très important dans mon évolution personnelle. À la suite de cette évolution, depuis 2003 en tout cas, et après, n'est-ce pas, la lecture du livre de Guy Métan et une réflexion sur cette thématique, j'ai adhéré à la vision internationaliste de la Russie contemporaine, surtout à son attachement du droit international public, de plus en plus ouvertement violé par les États-Unis et les pays européens membres de l'OTAN. De là découle mon intérêt et ma curiosité pour la langue et la culture russe. C'est vraiment ce cheminement intellectuel et l'engagement politique qui en est la cause. Et le souci de la paix, de la paix mondiale. Tout à fait. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour votre récit. Et Monsieur Ivorens, quels sont vos projets en relation avec la langue russe et la Russie? Eh bien, ces projets sont soumis aux aléas de l'ectogénaire que je suis. Ayant commencé l'apprentissage du russe il y a à peine plus d'un an, ma foi, je ne peux pas faire des prévisions ou des projets à très long terme. Néanmoins, je suis bien décidé à poursuivre l'apprentissage du russe et éventuellement à visiter un peu la Russie. Un de mes amis socialistes, un de mes anciens collaborateurs très proches, Michel Brella, aujourd'hui décédé, a connu avant moi une évolution semblable à celle que je retrace. Il a effectué un voyage en Russie il y a environ 15 ans, en Russie et notamment en Sibérie, il y a une quinzaine d'années. Toutefois, il n'avait pas entrepris, lui, d'apprendre ou d'essayer d'apprendre le russe. Donc moi, j'ai pris l'option, peut-être plus hasardeuse, de tenter de maîtriser la langue russe. Et la découverte que j'ai faite des cours de russe intensif que vous donnez m'est particulièrement précieuse. Peut-être me sera-t-il donné de visiter un jour la Russie dans quelques années, mais peut-être ce voyage restera-t-il à l'état de rêve et peut-être quand même de témoignage aussi. Et je vous souhaite de tout mon cœur que ce rêve et ce projet se réalisent, Ivo. Vraiment, c'est un très beau projet. Je suis très très touchée et honorée de vous compter parmi mes étudiants et je suis sûre que vous allez y arriver. En plus, il n'y a pas besoin d'attendre quelques années, je pense, pour vraiment parler parfaitement le russe et y aller. Il y a pas mal d'élèves qui vont, ne serait-ce qu'au bout de quelques mois d'apprentissage et qui sont déjà contents de pouvoir se débrouiller, de comprendre pas mal de choses à l'oral quand ils y sont et ne dire ne serait-ce que quelques phrases, déjà c'est parfait. Après, on peut faire un second voyage un an plus tard, ça sera encore plus profitable, mais j'espère que vous allez pouvoir y aller dans les mois qui viennent. Je vous remercie. Je vous remercie, sait-on jamais. Merci beaucoup pour ce témoignage. Mais merci à vous, Anya. Merci. Au revoir. До свидания. До свидания.